Bienvenue à tous sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, les membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique revendiquent l'enlèvement de Français au Niger et annoncent qu'ils feront des revendications à la France selon la chaîne de télévision Al Jazeera. Une revendication qui reste à être authentifiée alors que le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux se rend à Bamako où il devrait faire le point avec le président malien sur le sort de ces 7 otages dont 5 Français probablement transportés sur le sol malien. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Réunis à Pau, les parlementaires socialistes préparent 2012 face à ce qu'ils considèrent comme une berlusconisation de la vie politique française. De son côté, François Fillon a mis en garde les centristes contre un éventuel échec collectif pour 2012. À suivre dans ce journal l'analyse politique d'Arlette Chabot. Et puis c'est une journée spéciale sur Public Sénat, une journée de soutien à Sakineh Mohammadi Ashtiani, cette Iranienne condamnée à la lapidation dans son pays. L'occasion d'en parler avec le philosophe Bernard-Henri Lévy à l'origine d'une pétition sur le site La Règle du Jeu. Autre invité ce soir, c'est l'imam Hassan Chalgoumi, auteur du livre Pour l'Islam de France. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Les parlementaires socialistes se sont donnés pour objectif aujourd'hui à Pau de préparer l'alternance en 2012 et de bâtir, je cite, une véritable alternative à un Nicolas Sarkozy qui a abîmé la République. La riposte des parlementaires socialistes s'organise à 24 heures de la nouvelle mobilisation syndicale. Le sujet de Fabrice Cunet. Le train des parlementaires socialistes s'est arrêté à Pau cette année. Au cœur des débats, quelle stratégie adopter face à la politique du gouvernement? Certains députés vont jusqu'à proposer une motion de censure, une idée qui est loin de faire l'unanimité chez les sénateurs. Censurer un gouvernement qui va tomber, je pense que c'est pas nécessaire. Donc il faut garder ces forces-là pour ensuite voir comment agira un nouveau gouvernement. Le principal dossier en cette rentrée des classes, c'est évidemment la réforme des retraites. Et au Parti socialiste, on a simplifié le discours. Il faut une répartition de l'effort qui soit plus juste. La moitié de l'effort par les salariés, la moitié par d'autres ressources, dont particulièrement les revenus du capital. Pour en débattre, tous les cadres politiques sont là, mais le plus sollicité est de loin François Hollande. Séance photo, histoire de mesurer sa popularité auprès des parlementaires. Pas question pour autant de parler d'ambition personnelle. Non, à Pau, l'objectif c'est de contester la réforme des retraites. Il est possible, si la manifestation du 23 est puissante, si les sénateurs de gauche comme de droite d'ailleurs font entendre la voix de la justice, de faire des corrections pour ne pas dire davantage au projet du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fait face aux critiques au sein même de sa majorité au Sénat. Mais pour Jean-Pierre Bel, c'est une opposition de façade. J'ai bien entendu les déclarations de quelques responsables de la majorité sénatoriale, à commencer par le président du Sénat lui-même, mais on commence à être un peu échaudé par de grandes déclarations qui précèdent un débat pour ensuite voir chacun revenir sagement sur les positions qui sont les positions de départ du gouvernement. On l'a vu à l'occasion de plusieurs textes de loi. En coulisses, les discussions ont commencé avec les sénateurs centristes, véritables arbitres des débats au Sénat. Premier élément de réponse dès le 5 octobre et l'étude du projet de réforme en séance. Le décodage politique, c'est avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Alors on va parler ce soir dans un instant de la famille politique centriste qui se cherche un candidat et un projet. On va regarder ensemble tous ces centristes réunis aujourd'hui à Nice. C'est un sujet de Thomas Raguet et de Sophie Normand. Comme pour contenir les ambitions du centre, les centristes étaient très entourés par la majorité. Hier soir, 8 ministres ont fait le déplacement à Nice. Le centre pourrait bien jouer les arbitres en 2012. Alors à l'UMP, on garde un œil attentif sur ce courant. Une majorité, c'est fait de toute une série d'une grande diversité. Le centre a beaucoup de choses à dire. Et on l'a vu dans le débat sur les retraites, et on le verra au Sénat, j'imagine. L'occasion aussi pour l'UMP de calmer la grogne qui monte, car les sujets de friction n'ont pas manqué ces derniers temps. Se rassembler, c'est faire poids face à la majorité. Que nos groupes parlementaires du centre rassemblent finalement tous les centres, je trouve que c'est un bon signal. Je souhaite que le dialogue se poursuive, pour qu'on puisse avancer et peser davantage dans le débat politique, parce que c'est l'enjeu. Mais l'unité reste relative. François Bayrou était absent de ces journées parlementaires et le projet d'une candidature autonome en 2012 est dans tous les esprits. Au plus bas dans les intentions de vote pour la prochaine présidentielle, le ministre de la Défense, Hervé Morin, revoit ses ambitions à la baisse. J'ai toujours expliqué que la famille centriste devait être représentée lors de l'élection présidentielle, parce que cela correspond à un courant de pensée, parce que ça correspond à des valeurs, et ensuite nous déterminerons et nous verrons
qui sera en mesure de porter ce message centriste. Je ne me lève pas tous les matins depuis 15 ans ou 20 ans en me disant que je serai candidat à l'élection présidentielle. Face à lui, le populaire Jean-Louis Borloo, certains voient derrière l'éventuelle candidature du ministre de l'Environnement une manœuvre de l'Élysée pour torpiller le projet présidentiel de son collègue du gouvernement. Et à noter avant notre décodage la présence très remarquée à ces journées parlementaires centristes du Premier ministre François Fillon qui leur a réservé des annonces, les arbitrages sur la suppression de l'avantage fiscal réservé, vous le savez, jusqu'ici aux nouveaux mariés, avec aussi une mise en garde adressée aux centristes pour 2012. On écoute François Fillon. Certains d'entre vous s'interrogent déjà sur l'élection présidentielle. Je leur demande de prendre le temps de la réflexion, parce que ce rendez-vous est encore loin. Et les Français sont toujours très sévères vis-à-vis de ceux qui précipitent les échéances. Le moment venu, en fonction du paysage politique, il faudra que la majorité présidentielle, dans toutes ses composantes, examine ensemble quelles sont les conditions de son succès. Il ne sert à rien de vouloir faire vivre à tout prix le centre si c'est pour nous voir, au bout du compte, échouer collectivement. Arlette Chabot, au cours de ces journées parlementaires aujourd'hui, il y avait beaucoup de centres et beaucoup de centristes. Mais il y a beaucoup de centres et beaucoup de centristes en France. Peut-être qu'on l'avait oublié. Il y en a dans la majorité un peu partout. Hein. Il y en a à l'UMP, il y en a au Parti radical. C'est Jean-Louis Borloo, évidemment. Il y a le nouveau centre, on l'a vu, d'Hervé Morin. Et puis il y a dans l'opposition, on ne pourrait peut-être pas l'oublier quand même, effectivement, François Bayrou. Je pense que beaucoup ont à l'esprit une certaine nostalgie, celle de la grande UDF puissante, capable de s'opposer au RPR en son temps, et qui faisait vraiment le poids dans la vie politique française. Toutes ces personnalités, où qu'elles soient, partagent au fond les mêmes valeurs. Il y a le social, il y a l'humanisme, il y a évidemment l'attachement à la construction européenne. Et aujourd'hui, tous pensent, chacun à leur place, qu'il y a justement un espace pour eux à l'élection présidentielle, dans l'élection présidentielle de 2012. Et on a vu des centristes très entourés. Hein. Pourquoi tant de sollicitude ? D'abord, ce qui est plus intéressant, c'est le réveil des centristes, j'allais dire, de la majorité. Alors, le réveil pour eux a sonné au lendemain des régionales. Pourquoi ? Parce que la stratégie de l'UMP, c'était un peu de les étouffer dans les listes d'union, avec l'idée que, l'union faisant la force, c'est bien cette majorité large allait creuser l'écart au premier tour et gagner pour le second tour. Stratégie qui n'a pas montré une grande efficacité. Deuxième coup de réveil, c'est la réorientation droitière, on peut dire, de l'UMP, avec le retour aux valeurs, l'immigration, fondamentaux, la sécurité. Et là encore, il y a quelques centristes qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise. Vous ajoutez à ça quelques divergences sur la politique fiscale et certains dans la majorité, donc Hervé Morin, le premier, a dit mais pourquoi pas moi ? Il y a un espace peut-être, on voit aujourd'hui, qui fait machine arrière. Et puis il y a Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, il est extrêmement courtisé et lui-même courtise un peu tout le monde. Seulement le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas sur la trajectoire présidentielle, mais il est plutôt sur la route de Matignon. Et on ne voit pas plus d'ailleurs pour Hervé Morin, un ministre être demain, voire même Premier ministre, l'adversaire de Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle. Sauf si, bien sûr, ça arrange Nicolas Sarkozy. Donc, si j'en élimine presque deux, il reste François Bayrou dans l'opposition. François Bayrou, il est toujours candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il n'est pas dans une très bonne passe depuis quelques mois. En même temps, son avenir est largement conditionné, lui, par le Parti socialiste. Si c'est Martine Aubry, il lui restera un espace, évidemment, au centre. Si c'est Dominique Strauss-Kahn, il aura beaucoup moins d'occasion de récupérer les mécontents de Nicolas Sarkozy. En tout cas, lui, c'est sûr, François Bayrou, il sera candidat à l'élection présidentielle. Oui, lui, il le sait depuis longtemps. Merci beaucoup, Arlette Chabot. On vous retrouve avec plaisir pour le décodage politique dans le 22h. Avant de vous présenter le reste des informations, juste cette actualité, cette information qui nous parvient. Selon un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc l'enlèvement des 5 Français au Niger a été mené par un groupe conduit par l'Algérien Abdelhamid Abou Zaïd. C'est ce qui est dit dans un message audio revendiquant donc le rapt. Il a été diffusé, ce message, par la chaîne El Jazeera. Dans un instant, tout autre chose, nous ouvrons notre page spéciale autour de Sakineh Mohamedi. Vous le savez, Public Sénat la soutient aujourd'hui. Mais je vous propose d'abord de regarder tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité. Ce sont des images signées ce soir par Sophie Normand. Ce soir, Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'enlèvement des 5 ressortissants français enlevés la semaine dernière au Niger. Information de la chaîne de télévision Al Jazeera sur son site internet. L'armée française a poursuivi ses vols aujourd'hui au Sahel pour tenter de les repérer.
Brice Hortefeux devait arriver en fin d'après-midi à Bamako à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Mali. L'occasion pour lui de s'entretenir avec le président malien au sujet des otages. Pas d'assouplissement pour les retraites des mères de 3 enfants. Le ministre du Travail, Éric Woerth, rejette l'idée de maintenir pour elle une retraite à taux plein à 65 ans. La HALDE dénonce une mesure discriminatoire. Selon l'institution, sans compensation, la réforme des retraites pénalisera davantage les femmes, plus souvent victimes de temps partiel et de carrières discontinues. En Vendée, le nombre de maisons à démolir en raison des risques d'inondation a été revu à la baisse. 184 habitations sortent de la zone noire. Les experts mandatés par l'État après la tempête Xynthia viennent de rendre leur second rapport. Leurs conclusions interviennent alors même que l'État a signé des promesses de vente pour une vingtaine de maisons qui finalement échappent au zonage. Aujourd'hui, le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo s'est voulu rassurant. Il n'y aura pas de décision d'expropriation sur le seul avis de ces experts. Trop bons élèves, les automobilistes français. Le bonus-malus destiné à encourager l'achat de petits modèles moins consommateurs d'énergie est un gouffre financier pour l'État. Conséquence, à partir du 1er janvier 2011, les seuils d'application seront diminués de 5 grammes de CO2 par kilomètre. Les bonus seront versés pour les voitures qui émettront au maximum 120 grammes de CO2 par kilomètre. Les malus, eux, seront perçus à partir d'émissions de 151 grammes de CO2. On en sait un peu plus sur l'ampleur de la mobilisation attendue jeudi prochain. Un enseignant sur 2 en primaire sera en grève selon les syndicats. Un mouvement très significatif mais inférieur aux chiffres de la dernière journée de mobilisation. Dans les transports parisiens, comptaient en moyenne un RER sur 3 et un trafic perturbé dans le métro. Le 7 septembre dernier, près de 2 500 000 personnes avaient défilé. Jeudi prochain, les syndicats sont condamnés à un succès dans la rue. Public Sénat mobilise donc son antenne aujourd'hui pour une journée spéciale de soutien à l'Iranienne Sakineh. Dans un instant, notre invité, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy. Mais d'abord, je vous propose de regarder un rappel des faits depuis que cette Iranienne a été condamnée, elle, à la lapidation. Sandra Serkara. Maintenant que le ramadan est terminé, elle risque à nouveau d'être condamnée à mort, à tout moment, par le régime iranien. Sakineh Mohammadi Ashtiani, accusée d'un double adultère et d'avoir participé au meurtre de son mari, est en prison depuis 2006. Le mois dernier, elle aurait avoué sous torture, des aveux diffusés en prime time sur la télévision d'État. Condamnée à être enterrée à mi-poitrine et lapidée, le destin de cette mère de famille de 43 ans suscite depuis des semaines une vague d'émotions en Occident. Vatican, Parlement européen et même la première dame de France se sont mobilisés pour cette femme en attente d'exécution. Des manifestations de soutien, comme ici à Paris, se sont multipliées. Tous appellent à la libération de Sakineh et dénoncent l'injustice qui est faite à cette femme devenue malgré elle le symbole du sort fait aux femmes d'Iran. Sakineh, vous êtes l'histoire et un exemple pour nous toutes. Pour toutes, vous devez tenir. Votre corps doit tenir. Sous pression, le régime iranien ne pourrait revenir sur sa décision sans perdre la face. Alors pour l'heure, le pays préfère gagner du temps. La condamnation à mort n'a jamais été confirmée par la Cour suprême, comme l'exige la loi. Face au mouvement mondial de solidarité, l'Iran continue de dénoncer l'ingérence de l'Occident, expliquant que cette affaire relève de la justice et non des droits de l'homme. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine d'une pétition pour sauver Sakineh, près de 150 000 signataires déjà. Est-ce que déjà, vous croyez qu'elle peut être sauvée aujourd'hui? Ah oui, je le pense absolument. Je le pense absolument. Vous savez, c'est un leitmotiv de dire que les régimes totalitaires ne reculent jamais, qu'ils sont sourds et autistes. C'est pas vrai. Quand on regarde l'histoire, les régimes totalitaires reculent toujours quand ils sentent une force et une résistance qui s'opposent à eux. Même Hitler, au moment de l'incendie du Reichstag et du procès Dimitrov, a reculé. Même Staline, quand il y a eu la campagne internationale pour la libération de Victor Serge, a laissé partir Victor Serge. Les Brejneviens, dans les années 70 et 80, ils laissaient partir les dissidents quand on se mobilisait. Donc c'est une légende
que de dire que les régimes autoritaires sont crispés et plus on se mobilise contre eux, plus ils se referment. C'est l'inverse. Ils cèdent du terrain quand ils sentent une opposition. Vous parlez d'une mobilisation importante. Cette pétition réunit de nombreux anonymes. Il y a aussi des gens célèbres, il y a des responsables politiques. Au fond, qui voudriez-vous convaincre encore aujourd'hui? Quelle voie supplémentaire faut-il pour sauver Sakineh? C'est pas des voix en particulier, c'est il faut qu'on soit le plus nombreux possible. On est 150 000, il faudrait qu'on soit 200 000, il faudrait qu'on soit 300 000. Et puis, il faudrait aussi, et c'est la raison pour laquelle la présence de notre ami ici, l'imam de Drancy, et Chalgoumi, qui est sur notre Monsieur plateau Chalgoumi, ce soir, est tellement importante. C'est que ce qui est très important, c'est que des voix musulmanes aussi s'élèvent pour dire: vous vous apprêtez à lapider une femme, ce qui est un crime, mais il y a aussi un crime contre l'esprit, c'est que vous prétendez faire ça au nom du Coran. Messieurs les lapideurs iraniens, vous êtes des escrocs. La lapidation n'a jamais été écrite nulle part dans aucun livre sacré de l'islam. Donc ce qui est très important, là je réponds à votre question, les voix qui manquent, c'est des voix comme celle de M. Chalgoumi, qui sont des voix héroïques, parce que lui prend un risque terrible en le disant, un risque personnel. Eh bien je crois en effet que c'est ça le plus important. Si des voix en France et ailleurs, dans des pays musulmans, s'élevaient pour dire: vous êtes en train de caricaturer l'islam, vous donnez une image de notre religion qui est une image honteuse et qui ne lui ressemble pas, ça peut-être ça contribuerait à faire réfléchir les Iraniens. Un mot à Hassan Chalgoumi, vous avez signé cette pétition? Oui, tout à fait, je l'ai signé et je suis pour condamner cette barbarie et châtiment. Il ne faut pas oublier que le régime iranien, quand même, c'est un régime, c'est un danger, qui a fait la guerre souvent en Arabie Saoudite aux femmes, aux Arabes, qui autorise certains mariages qui profitent vraiment des femmes. Il s'appelle le mariage joyeux, le mariage de profiter des femmes, catastrophique. Et c'est un régime qui pose vraiment un danger mondial par rapport au Golfe, au Proche-Orient. Alors Bernard-Henri Lévy, revenons au cas de Sakineh. Qu'est-ce que vous demandez précisément? Est-ce que vous demandez qu'on modifie sa peine ou est-ce que vous demandez qu'on la libère? Je demande qu'on la libère. Pourquoi? Vous êtes sûr de son innocence aujourd'hui? Attendez, elle est accusée de 2 crimes. Un premier crime qui n'en est pas un, et ça il faut quand même le dire, et l'immense majorité de la population iranienne est d'accord là-dessus, c'est l'adultère. Voilà. L'adultère, attendez, c'est pas un crime. L'adultère, ça ne mérite pas la prison. Et ça mérite encore moins la peine de mort et encore moins la lapidation. Premier crime. Puis elle est accusée d'un deuxième crime, qui est d'avoir participé à l'assassinat de son mari. Et ça, la justice iranienne elle-même, il y a 3 ans, a conclu qu'elle était innocente. La justice iranienne elle-même. Je ne parle pas du fils de la victime, du monsieur qui a été assassiné, Sajjad, qui est son fils aussi, et pour qui cette histoire de culpabilité dans le meurtre du mari est une pure construction intellectuelle. Donc elle est juste innocente. Elle ne paye qu'un crime, c'est le crime d'être femme dans un pays où être femme est synonyme de péché et d'impureté. Donc elle doit être libérée. Je précise que des internautes sont en train de s'exprimer sur ce cas. Donc leurs réactions vont défiler là tout en bas de l'écran. Bernard-Henri Lévy, Sakineh, c'est un cas tragique, tout le monde est d'accord, il est connu, mais pourquoi on ne fait pas autant pour tous les autres? Et j'allais même dire ceux qui attendent dans le couloir de la mort aux États-Unis, une exécution aujourd'hui sur la chaise électrique. Et il y a un cas particulier dont a parlé aujourd'hui le président iranien. Moi je crois qu'il faut être capable de compter jusqu'à 2. Il faut être capable de s'opposer à cette horreur absolue qu'est la lapidation. Ça a été décrit par votre journaliste tout à l'heure, enterré jusqu'à mi-corps, le visage bombardé de pierres jusqu'à ce qu'il soit transformé en une bouillie sanglante. On peut être capable de lutter contre ça et de lutter contre la peine de mort aux États-Unis, dont il est évident qu'elle est indigne de la démocratie américaine. Certains disent qu'on vous entend plus sur ce cas que sur un autre aux États-Unis. Certains disent ce sont des, ça veut dire que c'est pas un défaut, qu'ils m'ont pas assez lu. J'ai écrit un livre entier, je ne vais pas faire sa publicité ici, sur l'Amérique, dont un des thèmes était justement que l'état des prisons américaines et la peine de mort aux États-Unis, le système judiciaire était indigne de cette grande démocratie. Alors qu'on ne vienne pas nous chercher là-dessus. Tout ça, c'est des bêtises
pour semer le trouble et pour semer la confusion. Ahmadinejad sait très bien qu'on applique dans son pays des peines barbares qui ne devraient pas exister au XXIe siècle. Et on ne lui demande pas de faire du confusionnisme, on lui demande de gracier Sakineh. Puisque vous parlez de lui, je vous pose la question directement. Est-ce qu'à travers le cas de Sakineh, vous ne menez pas, avec d'autres, un combat contre le régime d'Ahmadinejad? Et on sait que son régime, c'est un ennemi déclaré d'Israël. Attendez, son régime, c'est un ennemi déclaré d'abord du peuple iranien, premièrement, du peuple iranien. Que je sache, ils étaient une majorité à défiler dans les rues de Téhéran, de Tabriz et d'ailleurs pour dire qu'ils ne voulaient pas de ce président-là. Ça, c'est l'ennemi principal d'Ahmadinejad, ennemi de l'immense majorité des pays arabes qui ne veulent pas de cette espèce de projet de califat et d'hégémonie idéologique et politique dont il se prévaut. Et puis, avec cette histoire d'armement nucléaire, c'est l'ennemi du monde. Israël, c'est le dernier problème. Hein. C'est ça les vrais ennemis d'Ahmadinejad. Mais de toute façon, je ne veux même pas entrer là-dedans. Pour moi, et à la règle du jeu.org qui a lancé cette pétition, il y a un but, ou plutôt il y en a deux. Premièrement, sauver Sakineh. Et deuxièmement, si on sauve Sakineh, sauver les autres femmes qui attendent aujourd'hui dans les couloirs de la mort des prisons iraniennes pour les femmes lapidées. C'est ça le but. Bernard-Henri Lévy, quand est-ce qu'on sera fixé sur son sort? C'est une question difficile. Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui sur elle, sur son état? Non, on n'a pas d'informations sur son état car elle est au secret depuis maintenant plusieurs semaines, dans un cachot à Tabriz, sans le moindre contact avec le monde extérieur et avec ses enfants. Ce qu'on sait par contre, et ça c'est vrai que ça me fait plaisir, c'est que le pouvoir iranien a commencé à reculer. Il a commencé à reculer il y a 10 jours en annonçant la suspension, avant la fin du Ramadan, en annonçant la suspension de l'exécution. Il a reculé hier et aujourd'hui quand Ahmadinejad a dit, ces mots ont quand même traversé ses lèvres, qu'il était opposé à la lapidation. Il l'a dit à un grand journaliste américain, Charlie Rose, tout à l'heure. Donc tout ça, ça veut dire qu'il a des reculs. Ça veut dire que la mobilisation paye. Et que même chez des fanatiques comme Ahmadinejad et Khamenei, il reste, et heureusement, c'est ça l'humanité, il reste une parcelle de compassion ou d'intelligence stratégique, peu importe, qui fait qu'ils sont en train peut-être d'entendre raison. Donc ils ont commencé à reculer. Et ça, c'est bravo aux 150 000 personnes en France qui ont signé, aux 300 000 personnes aux États-Unis qui ont signé la pétition américaine, à cette mobilisation mondiale. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je vais rappeler, c'est pas la première cause, hein, évidemment, que vous défendez. Il y a ce livre de l'essayiste Alain Minc, qu'on veut bien vous croire. Hein. Il en parle dans son livre consacré aux intellectuels. Voilà ce qu'il dit de vous. Vous allez nous dire si c'est vrai. Pour BHL, il n'y a pas de cause philosophique d'un côté, politique, voire stratégique de l'autre. Il n'existe que de bonnes causes. C'est le cas? Ah oui. Et la cause de Sakineh, je peux vous dire, vous la prenez dans le sens que vous voulez, cette femme est une innocente en tous les sens du terme. Et le spectacle de cette innocence bafouée, c'est vrai que le matin en me réveillant et le soir en me couchant, ça me rend malade. Et je ne me sentirai tranquille et en repos que lorsque nous aurons tous ensemble obtenu sa libération. Justement, on va en parler avec Hassen Chalgoumi de ce sujet et d'autres. Hein. Il est avec nous, c'est l'imam à Drancy. Je vais rappeler d'abord ce sondage du Figaro, c'est notre partenaire dans le 22h. On a posé la question sur Sakineh. La mobilisation internationale peut-elle lui sauver la vie? Ça va vous faire plaisir, Bernard-Henri Lévy. Eh bien oui, à 49% des internautes qui ont voté et non à 37%. Donc les gens pensent que la mobilisation sert et on le voit avec cette suspension de sa lapidation aujourd'hui. Hassen Chalgoumi, un mot encore sur Sakineh. Vous avez signé la pétition tout de suite sans vous... Comme il vient de le dire, il n'y a pas que elle seulement, elle subit. Moi j'ai fait un passage dans mon livre, j'ai parlé d'Iran. Qu'est-ce que subissent ces femmes-là? Surtout avec ce fameux mariage qu'ils abusent des femmes, avec les ayatollahs, ces hommes qui prenaient des fatwas contre ces femmes, des barbaries énormes. Ça aussi, le Golfe entier, ils souffrent. Parce que ce contagieux phénomène, un crime contre les femmes, elle est maintenant dans certains pays comme le Bahreïn, le Koweït, au Liban, et comment ça, enfin quand même l'acte qu'on est en train de le faire actuellement, c'est pour libérer ces femmes et libérer ce régime aussi. D'ailleurs, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre de la dignité et de la liberté de la femme. C'est l'un de vos combats aujourd'hui? Absolument, c'est le plus important. L'une des positions que je l'ai pris contre la burqa, pour la loi, premièrement pour la dignité de la femme. Elle donne une image très sombre de l'islam. Je ne crois pas
que l'islam, le but de l'islam, ce livre de lumière, d'écarter la femme du zélé, aussi écarter ses enfants, je trouve que l'une des priorités les plus importantes qu'il fixe ces fanatiques politiques comme le régime iranien ou des fanatiques religieux comme l'idéologie des frères musulmans ou certains, ils visent surtout sur la femme et les juifs. Les deux sujets qui le sont cibles, qu'ils essaient de cultiver d'une manière avec leur haine. Hassan Chalgoumi, vous avez peut-être remarqué au Sénat, quand il y a eu ce projet de loi contre la burqa, ça n'a pas suscité beaucoup de débats quand il a été adopté. Est-ce que c'est un bon signe? S'il n'y a pas de débat, c'est que c'est finalement admis qu'il faut interdire ce voile intégral? Tout à fait, c'est la majorité qui ne souhaite pas leur femme, d'avoir une fille isolée quand même. Le bonheur de réussir de leur fille, ils savent très très bien que la majorité, plus que 90% de nos citoyens de confession musulmane, que c'est une chose étrangère à l'islam. Et deuxième chose, c'est pas leur priorité. La priorité de nos citoyennes, l'accès aux universités, l'accès au travail, l'accès, tout ça, c'est ça le vrai souci, le vrai travail. Quand on vous écoute, on peut être que d'accord avec vous. Pourquoi on dit, certains disent que vous êtes l'imam du rapprochement, pourquoi pour d'autres, vous êtes décrié au sein même de votre propre comité? Vous passez même pour un imam provocateur. Pourquoi? Malheureusement, je dérange, bien sûr, je dérange les fanatiques, je dérange une ingérence étrangère. Un islam de France, j'ai parlé, c'est un islam concerné aux citoyens. Malheureusement, la majorité des lieux de prière sont gérés par des affaires étrangères. Je ne trouve pas que la laïcité, c'est un prétexte de brader la souveraineté d'État et la française et se traiter l'islam de France au gouvernement étranger ou aux sectes. Et c'est nous qu'on souffre. Les lieux de prière sont en concurrence énorme pour gérer par des ambassades, des imams qui sont formés à l'étranger. Pourquoi on ne forme pas nos propres imams à nous et de mettre nos défis, nos soucis en priorité, de mettre toutes ces structures pour protéger nos jeunes? Il y a un passage intéressant dans votre livre, beaucoup, celui-ci que j'ai retenu. Ceux qui veulent faire la guerre en utilisant nos enfants ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui veulent commettre des crimes au nom de l'islam ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui viennent au Bourget comme s'ils revenaient à Poitiers ne sont pas les bienvenus en France. Ceux qui viennent promettre le califat européen ou prédire la conquête de l'Europe ne sont pas les bienvenus en France. Mais qui seraient les bienvenus en France? Les citoyens, la majorité des citoyens, qui ont cet esprit d'islam, de mieux vivre ensemble, l'harmonie, le respect. L'islam de France, c'est pas habité en France, habité par la France. Et deuxième chose, les choses les plus importantes pour moi, cet islam qu'ont besoin. Je suis un citoyen d'une ville de Drancy, à cette ville de déportation, absolument, humainement, autant que citoyen que je respecte cette histoire. J'étais contre 2006, j'ai fait un appel de respecter l'histoire du peuple juif. Ils ont saccagé ma maison 12 jours après. On a des fanatiques. Il ne faut pas qu'on cache la face, il faut être aveugle quand même. La montée de l'islam radical en France, l'intégrisme aussi. Deuxième côté, la montée du racisme. Ces deux choses-là, ils sont limites. Et vous rappelez qu'il y a des fanatiques de tous les côtés. Bernard-Henri Lévy, pour conclure, sur tout ce qu'a dit l'imam. Écoutez, pour conclure, l'imam Chalgoumi, pour moi, c'est l'honneur de l'islam aujourd'hui. C'est l'honneur de l'islam, mais il parle la parole la plus proche des livres saints qu'il inspire. Le Coran, c'est ça. Le Coran, c'est une religion de tolérance et de paix. C'est pas une religion qui prêche l'enfermement des femmes, qui prêche leur séparation de la société et qui prêche leur lapidation. C'est lui qui en a la vérité. Et c'est lui qui surtout exprime, alors ça j'en suis convaincu, la presse le présente comme un imam de sécession ou de fitna, comme on dit en islam. C'est l'inverse. Il représente l'immense majorité des musulmans de France. Moi, je les connais à travers SOS Racisme. Je milite au coude à coude avec eux. Les musulmans de France, c'est avec lui qui sont d'accord. Et c'est par lui qu'ils se sont exprimés. Beaucoup. Messieurs, merci. Et puis merci d'être venus avec nous pour cette journée de soutien à Sakineh sur Public Sénat. Je vous rappelle que cette journée, elle se poursuit. Elle se poursuivra jeudi à 18h et à 22h30 avec l'émission Parole du Monde de Caroline Delage. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Ce sont les membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui revendiquent l'enlèvement de Français au Niger et annoncent qu'ils feront des revendications à la France selon la chaîne de télévision Al Jazeera. Et puis cette information qui nous parvenait tout à l'heure, selon un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc l'enlèvement des 5 Français au Niger a été mené par un groupe conduit par l'Algérien Abdelhamid Abou Zaïd. Voilà pour les informations ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous sur Public Sénat, bien sûr. Lapidation, prostitution, crime d'honneur, les femmes du XXIe siècle sont parfois les victimes de pratiques d'un autre temps. Numéro spécial de Parole du Monde sur les femmes en péril.
Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 22h30 sur Public Sénat. PublicSénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Un tube des années 80 sur lequel on danse encore, une nuée de caméras et une question. Qui se cache derrière un homme politique? Bien sûr, il est devenu le meilleur ennemi du président et certains le voient candidat en 2012. Il s'agit de Dominique de Villepin que nous déshabillons aujourd'hui en tout bien, tout honneur, avec 4 invités. Bruno Jeudi, journaliste politique au Figaro et auteur de nombreux ouvrages, dont ce Sarkozy, côté vestiaire chez Plomb, où il est aussi question un petit peu de Dominique de Villepin. Jean-François Sirinelli, historien, spécialiste de la droite. On compte sur vous pour mettre en perspective le discours, le positionnement de Dominique de Villepin. Claude Posternac de l'agence Posternac La Matrice, pour analyser la communication, on va le voir, souvent innovante de Dominique de Villepin. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour analyser ce discours aux accents gaullistes, mais pas seulement. On va commencer par la dernière sortie très remarquée de Dominique de Villepin. Elle concerne la question des Roms, avec une première tribune dans Le Monde, où il évoque une tache sur le drapeau français, et une sortie qui se poursuit à la télé et à la radio. On écoute. Je me suis posé 3 questions avant d'écrire cette tribune. Première question, est-ce que cette politique qui est menée de surenchère sécuritaire est digne? Pour vous, c'est une politique indigne. Deuxièmement, est-ce que cette politique est efficace? Peut-on même qualifier cette politique de sécurité ou de sécuritaire? En aucun cas. C'est une stratégie électorale. Cette politique n'apportera rien à la sécurité quotidienne des Français. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Elle n'a pas vocation à être appliquée. Cette politique, elle a pour but d'activer le clivage entre la droite et la gauche. Et là, je m'insurge. Parce que la droite française, ce n'est pas ça. Moi, je suis issu de ce qu'on appelle la droite, comme gaulliste. Est-ce que les gaullistes se retrouvent dans cette politique? Est-ce que les démocrates chrétiens se retrouvent dans cette politique? Est-ce que les catholiques sociaux, les catholiques de gauche, se retrouvent dans cette politique? Tout ça n'est pas l'esprit de la politique française, ce n'est pas l'esprit de la France. Troisième question, est-ce que cette politique n'est pas dangereuse? Et alors là, je dis oui. Depuis, beaucoup d'autres, y compris à droite, ont pris leur distance sur cette question avec le gouvernement, mais Dominique de Villepin a été beaucoup plus loin que les autres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il joue aujourd'hui, avec ça, est-ce qu'il a joué un rôle, on va dire, de briseur de tabou? Est-ce qu'il en entraîne d'autres à droite, Bruno Jeudi, selon vous? Je ne sais pas s'il en entraîne d'autres, parce que justement, tout le monde a trouvé, comme d'habitude, que Dominique Villepin était allé le plus loin, il avait tapé le plus fort, et fidèle à son tempérament. D'ailleurs, on le voit bien, finalement, on a beaucoup retenu la séquence Villepin parce que c'est lui qui a tapé le plus fort. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il en entraîne beaucoup d'autres. En tous les cas, cette séquence est très importante parce que Dominique de Villepin, on y reviendra, à mon avis, avait un peu raté le lancement de son mouvement au mois de juin, République solidaire. C'est la séance de rattrapage en septembre où là, il reprend le rôle d'opposant numéro 1 à l'intérieur de la droite face à Nicolas Sarkozy. Alors vous dites, il va comme toujours très loin, très fort, trop peut-être. Jean-François Sirinelli, est-ce qu'il se situe justement dans une tradition, on va dire, rhétorique de la droite, ou alors il est hors cadre, là quand vous l'entendez? Alors d'abord, première remarque, on voit que l'intervention sur ce passage en tout cas est très travaillée. C'est-à-dire qu'il y a un plan ternaire, il assène et il envoie exactement le message qu'il veut envoyer. On n'est pas dans l'improvisation. Alors je reviens à votre question, oui.
Est-ce que c'est la droite? Est-ce que... Alors lui le dit, au début de ce passage, il le dit, et il dit « je suis gaulliste ». Donc c'est intéressant, il y a une revendication d'une identité politique. Alors on aura sans doute l'occasion d'y revenir au fil de l'émission. Est-il gaulliste? C'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'être gaulliste aujourd'hui? Grande question. Non, mais ce qui est intéressant et qui sera probablement au cœur de notre réflexion, c'est l'usage des mots, et des mots de tempête. Si vous voulez, là, ce ne sont pas des mots bienveillants, ce ne sont pas des mots tièdes, on est dans la montée verbale aux extrêmes. Et donc c'est intéressant, et de ce point de vue-là, utiliser des mots de tempête par temps calme, ça vous place en position décalée. Ça les peut mots de vous rendre tempête, ridicule quelquefois. Quelquefois, alors les mots de tempête, c'est quoi? C'est indigne, par exemple, ou quand il parle de stratégie électorale, c'est ces mots que... Oui, ou